Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois René Cloutier du réseau Avant de craquer. Il nous présente le projet Aider sans filtre. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, ces ados qui sortent du placard. Nos chroniqueuses Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourgard nous présentent les femmes en recherche. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Je m'entretiens maintenant avec mon invité, M. René Cloutier. Bonjour, M. Cloutier, et bienvenue à Folie douce. Bonjour, M. Bugeaud. Alors, vous êtes directeur général du réseau Avant de craquer. On va parler d'un projet tout assez récent quand même, Aider sans filtre, un projet pour les jeunes, par les jeunes. Mais j'aimerais, en début d'entretien, que vous puissiez justement nous rappeler ce que c'est le réseau Avant de craquer. Oui, le réseau Avant de craquer, c'est le regroupement de 49 associations réparties à travers tout le Québec, dans toutes les régions, qui s'occupent spécifiquement des proches en santé mentale, en offrant des services gratuits de soutien psychosocial, que ce soit par des professionnels qualifiés, que ce soit dans le cadre de groupes d'entraide avec d'autres proches. Donc, il y a des activités d'information, il y a de la formation pour savoir comment composer avec la maladie mentale de la personne qu'on accompagne. Il y a du répit, il y a de l'accompagnement dans toutes les démarches que les proches peuvent faire pour aider la personne qu'ils aident. Oui, et c'est un réseau en fait, c'est un regroupement qui a changé de nom. Justement, peut-être que c'est plus évocateur de dire Avant de craquer, parce qu'effectivement, les proches, des fois, sont sous pression là, à s'occuper d'une personne qui a des problèmes de santé mentale. Des fois, c'est très brûlant, comme on dit. Là. Alors, avant que les gens craquent, je pense que c'est de trouver les bonnes ressources. Oui, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stigmatisation en santé mentale, beaucoup de préjugés, des tabous, tout ça. Ce qui fait que les proches, les familles qui sont très affectées, elles aussi, par la maladie mentale, hésitent avant d'aller chercher de l'aide, avant d'en parler, puis de penser aussi à soi-même là, pour préserver sa propre santé mentale. Alors, souvent, les familles, quand elles viennent cogner à la porte des associations, souvent, c'est dans des situations de crise, beaucoup de désespoir, de détresse psychologique. Donc, c'est pour ça qu'on dit, avant de craquer, venez chercher de l'aide, venez chercher de l'information, puis on va vous aider à cheminer dans le processus de rétablissement de la personne qui est aidée. Et ça peut être de tous les âges, finalement, parce qu'on peut avoir des enfants qui ont des problèmes de santé mentale comme en étant parents. On peut être des enfants qui vivent avec des parents qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, c'est vraiment tous les âges, je pense. Tout à fait. Par exemple, on sait qu'il y a un enfant sur 5 qui a un parent qui a un trouble de santé mentale. Donc, c'est énorme. C'est sans compter tous les autres jeunes que les jeunes côtoient, que ce soit à l'école, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit un chum, une blonde. Donc, les jeunes côtoient de nombreux autres jeunes qui ont un trouble de santé mentale, puis souvent, ils pensent qu'ils sont seuls à vivre ça, et puis, ils ne connaissent pas les ressources. Donc, c'est important d'aller au-devant de ces jeunes-là, les informer, les outiller face à la santé mentale le plus jeune possible, pour qu'ils sachent comment composer avec ces situations-là, puis aller chercher de l'aide, du soutien, autant que pour les moins âgés, les plus âgés, les moins jeunes. Donc, et le problème, c'est que souvent, quand les intervenants s'occupent d'une personne qui a un trouble de santé mentale, ils ne pensent pas à demander, est-ce que vous avez un enfant qui dans votre famille qui aurait besoin d'être soutenu? Donc, le projet qu'on met en place, c'est justement pour aller au-devant des jeunes qui ne savent souvent même pas qu'ils sont dans cette situation-là, et puis qu'ils peuvent être aidés. Donc, il faut vraiment aller au-devant d'eux dans les milieux qu'ils fréquentent pour les repérer puis leur offrir de l'aide, du soutien.
Et ce projet-là, ça se nomme Aider sans filtre. C'est un projet pour les jeunes, par les jeunes. Comment ça fonctionne? Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement, disons, ce sont des rencontres en personne ou quelles sont les approches, en fait? Oui, bien, la meilleure approche, selon la littérature, c'est d'avoir une approche de jeunes auprès de jeunes. Donc, les jeunes se confient beaucoup plus facilement auprès de collègues qu'auprès d'adultes plus âgés. Donc, le projet vise à embaucher 35 jeunes qui vont se promener dans toutes les régions du Québec, qui vont aller dans les milieux fréquentés par les jeunes, que ce soit les écoles, les maisons de jeunes, des clubs sportifs, par exemple, etc., pour aller sensibiliser ces jeunes-là sur ce qu'est la santé mentale, c'est quoi les troubles de santé mentale, mais aussi les impacts que ça peut avoir sur l'entourage et les impacts que peuvent provoquer la stigmatisation. Donc, en sensibilisant tous les jeunes qui vont être rencontrés, bien, parmi eux, on va pouvoir repérer ceux qui sont des proches qui ont besoin de venir chercher du soutien là, pour préserver leur réseau social, pour maintenir leur réussite scolaire autant que possible, puis aussi pouvoir rêver à leur projet d'avenir. Parce que souvent, ces jeunes-là qui baignent dans une situation de maladie mentale, bien, ils vont être affectés à tous ces niveaux-là et puis peuvent avoir de la difficulté là, à se réaliser dans leur propre vie. Donc, on les aide à passer à travers, prendre soin d'eux et puis de vivre leur vie de jeunesse le mieux possible. Est-ce qu'à votre connaissance, M. Cloutier, est-ce que c'est toujours aussi tabou? Parce qu'on a toujours l'impression que la nouvelle génération a plus l'occasion de parler, d'échanger, un peu d'être un livre ouvert. Ou est-ce qu'on se rend compte que les jeunes sont encore un peu... Est-ce que c'est très tabou? Puis est-ce qu'ils peuvent mal comprendre encore les problèmes de santé mentale à votre connaissance? Oui, malgré qu'on en entend parler beaucoup plus dans les médias, hein, les personnalités publiques, les artistes vont en parler de plus en plus de leurs problèmes de santé mentale, mais quand ça nous arrive à nous-mêmes, bien, ça demeure toujours difficile d'en parler. On parle plus facilement des problèmes de santé physique, mais on n'est pas encore rendu à l'ère où on va être à l'aise de parler de problèmes de santé mentale. Donc, on pense que par ce projet-là, en parlant de façon plus ouverte, ben, les jeunes vont changer cette culture-là de tabou, préjugés, et ils vont être plus en mesure là, de se soutenir entre eux, puis d'aller chercher de l'aide dans les ressources qui existent un peu partout au Québec. Oui, il y a beaucoup de... Il y a une certaine époque où les jeunes pouvaient faire même des insultes en rentrant le mot folie ou fou dans leur insulte. Là, ça fait partie aussi du tabou, puis ça fait partie aussi de l'incompréhension de dire t'es fou, elle est folle, etc. Là. Mais ça aide pas les gens à se confier puis à avoir confiance, à se dire ben, je peux parler ouvertement de mes problèmes de santé mentale. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est important de les outiller le plus jeune possible par des rencontres à l'école, par l'intégration dans les programmes scolaires de tout ce qui peut être utile pour préserver puis maintenir là, sa propre santé mentale. Un peu comme on fait pour la santé physique. Hein? On a des cours d'éducation physique, on est encouragé à faire du sport. Mais il faut aussi investir dans l'éducation de la santé mentale chez les jeunes, et ce, le plus tôt possible. Et de prendre des moyens positifs pour maintenir une bonne santé mentale, c'est ça? Souvent, c'est un peu la prévention qui est peut-être... souvent, on n'est peut-être pas rendu là comme société. On doit d'abord régler les problématiques, mais c'est sûr que la prévention, si on peut prémunir les jeunes à avoir des problèmes de santé mentale, ben, on va être gagnant à tous les niveaux, là. Oui, souvent, la pression est de baisser des listes d'attente pour les personnes qui ont déjà des problèmes plus graves, là, plus importants de santé mentale. Mais si on veut vraiment baisser la pression sur les services spécialisés, bien, il va falloir investir beaucoup plus en prévention, puis aussi dans le soutien dans la communauté de façon précoce. Donc,
on sait que si on attend plusieurs mois, les problèmes s'amplifient, s'aggravent. Alors, c'est important d'agir, comme vous le dites, en prévention, puis en investissant dans la communauté aussi pour favoriser l'entraide, puis l'intervention précoce quand un jeune ou un adulte manifeste un besoin de soutien psychologique. Oui. Au réseau Avant de craquer, dont vous êtes le directeur général, avez-vous mis ce projet en place justement pour les jeunes et par les jeunes parce qu'il y avait un manque? Parce qu'on a toujours l'impression que la population jeunesse a été un peu délaissée, puis on se rend compte que c'est important de s'en occuper au niveau santé mentale pour prévenir les adultes de demain, en fait, prévenir leur santé mentale aussi à eux, là. Oui, c'est justement la suite du constat que notre clientèle vieillissait, puis très peu de jeunes venaient chercher des services dans nos 49 associations. Donc, ensemble, on s'est dit, il faut vraiment développer des services. Et c'est là qu'on a proposé au ministre Carman d'inclure dans son plan d'action santé mentale notre projet qui vise à déployer les 35 jeunes à travers le Québec. Et il y a aussi l'organisme d'appui pour les proches aidants qui finance. Donc, on a un investissement de 2 millions par année pour mettre en place ce projet-là et rejoindre des milliers de jeunes à travers le Québec. Et ce projet-là est vraiment unique au monde. Je n'ai pas, à ma connaissance, des projets de cette ampleur-là à un niveau national pour rejoindre les proches, parce que souvent, les investissements sont faits auprès des personnes qui ont eux-mêmes un trouble de santé mentale. Alors, on oublie bien souvent que l'entourage est aussi affecté et a besoin d'être soutenu. Et quand les proches sont bien informés, sont bien outillés, ils contribuent au rétablissement de la personne qui a un trouble de santé mentale. Et ça a un impact non seulement humain, mais économique énorme. On sait que les problèmes de santé mentale qui se développent durant la jeunesse, c'est des milliards de dollars que ça coûte à l'économie d'un pays. Donc, c'est vraiment un investissement de développer la prévention puis l'intervention précoce. Donc, on est très fiers de pouvoir contribuer à réduire les troubles de santé mentale, parce que on sait que les jeunes qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale sont 15 à 20 fois plus à risque de développer un trouble. Donc, en agissant de façon précoce, par la prévention, l'information, on investit dans le fond dans notre jeunesse pour le futur, là. Oui, exactement. C'est tout à votre honneur. On a quelques secondes qui nous restent encore à l'entretien. J'aimerais que vous puissiez nous informer sur comment on peut trouver en fait toutes les infos concernant le regroupement, en fait votre réseau Avant de craquer, et aussi ce projet-là, Aider sans filtre. Qu'est-ce qu'on est mieux de chercher en fait sur Internet? Moi, j'inviterais tout le monde à aller voir notre site web, qui est bien garni, je vous dirais, en toutes sortes d'informations, d'outils, de vidéos, de balados. Puis récemment, on a développé un outil interactif là, pour que les gens puissent naviguer selon leurs besoins. Donc, ça s'appelle CAP Solutions. Et là-dedans, il y a des histoires de jeunes et d'autres. Comment vous l'écrivez, M. Cloutier? Vous pouvez faire CAP Solutions. Oui. Et automatiquement, ça va être facile de trouver sur le web. Puis, ça vous dirige vers notre plateforme web qui s'appelle avantdecraquer.com. Et vous allez accéder là, à une panoplie d'informations, puis notamment les coordonnées des associations de votre région. Parfait. Donc, c'est intéressant, on va aller voir ça. Merci beaucoup, M. Cloutier, René Cloutier, directeur général du réseau Avant de craquer, et bonne continuation. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, ces ados qui sortent du placard. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet sur le site lesoleil.com. C'est écrit par Jean-François Clich, journaliste au journal Le Soleil.
L'article était, je parle au passé parce que ça fait quelques années de cet article. Le titre, c'était « Adolescents, 4 fois plus de suicides chez les minorités sexuelles ». Et tu vas voir pourquoi je reviens un peu dans le passé. Alors, ce que ce monsieur Clich nous dit, c'est que comparé aux jeunes hétéros, les adolescents des minorités sexuelles tentent de se suicider près de 4 fois plus souvent, révélait la toute première analyse sur la question, reposant sur un échantillon de pas moins de 2,5 millions de jeunes. C'est quand même du monde. Ouais. L'article est apparu en 2018 dans le journal, en fait c'est en anglais, c'est à Journal of the American Medical Association Pediatrics et regroupe les données de 35 études effectuées dans 10 pays, principalement dans les années 90 et 2000. Ces conclusions ne sont pas particulièrement étonnantes puisque la plupart des études passées avaient observé ce lien entre le suicide et l'orientation sexuelle chez les jeunes, mais en dépit des preuves scientifiques qui s'accumulent, une analyse systématique du phénomène n'avait jamais été faite, écrivent les auteurs dont Esther Di Giacomo de l'Université de Milan. Maintenant, dans un autre article, sur le site soinsdenosenfants.cps.ca, un article qui s'appelle « L'orientation sexuelle de votre adolescent ». On nous dit pendant l'adolescence, les ados se mettent à percevoir leurs camarades comme des amis et des partenaires romantiques ou sexuels potentiels. C'est une partie normale du développement. Les pensées de nature sexuelle peuvent être intenses ou déroutantes. Quelle que soit l'orientation de votre ado, il est important de lui faire savoir que vous l'aimez inconditionnellement et que vous l'acceptez tel qu'il ou elle est. L'orientation sexuelle désigne l'attirance sexuelle ou émotionnelle que l'on éprouve pour une autre personne. Les adolescents ont une orientation sexuelle même s'ils n'ont pas encore d'activité sexuelle. En général, les gens se définissent de l'une des façons suivantes. Alors, ici, on a établi 6 catégories, si tu veux. Alors, premièrement, il y a les hétérosexuels. Se dit de quelqu'un qui est attiré par une personne du sexe opposé. On peut aussi le désigner d'hétéro ou de straight. Oui, deux mots qui ont fait leur... Oui, straight, c'était souvent... c'est entré dans notre langage habituel, ouais. En tout cas au Québec. Deuxième catégorie, il y a les homosexuels. Se dit de quelqu'un qui est attiré par une personne du même sexe. Les femmes attirées par d'autres femmes sont appelées lesbiennes et les hommes attirés par d'autres hommes, gays. Le terme gay peut également désigner les homosexuels des deux sexes. Troisièmement, il y a le bisexuel. Se dit de quelqu'un qui est attiré par 2 ou plusieurs sexes. Quatrièmement, un mot que je ne connaissais pas, le pansexuel. Se dit de quelqu'un qui est attiré par quelqu'un d'autre sans considération pour son genre, son identité du genre ou son sexe, y compris les personnes qui ne s'identifient pas comme simplement homme ou femme. Cinquièmement, un autre nouveau terme pour moi, le demisexuel. Se dit de quelqu'un qui ne ressent de l'attirance sexuelle qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec une autre personne. Et en dernière place, en 6e catégorie, l'asexuel. Asexuel, si tu veux. Se dit de quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour une autre personne. Lorsque quelqu'un révèle qu'il n'est pas hétérosexuel, on dit souvent qu'il sort du placard ou fait son coming out. Le processus de découverte de l'orientation sexuelle peut commencer par soit des fantasmes ou des rêves, et lorsque l'ado s'aperçoit qu'il est attiré par une personne du même genre, ou encore par le sentiment d'être différent de ses amis et de ses camarades de classe ou par une expérience sexuelle. Ces sentiments peuvent provoquer une certaine incertitude chez l'ado, laquelle peut être aggravée par soit la réprobation sociale qui accompagne la non-hétérosexualité, ou par des connaissances insuffisantes, ou par la peur des réactions des amis et de la famille, ou encore par le manque de modèles non-hétérosexuels, ou le peu d'occasions de socialiser avec des ados qui ressentent les mêmes choses. Ce peut être une période perturbante, mais également passionnante pour votre ado qui s'ouvre à ce qu'il est au fond. Voici quelques suggestions pour l'aider. Premièrement, aimez et soutenez votre ado.
Faites-lui savoir que vous l'aimez, quelle que soit son orientation sexuelle. Deuxièmement, attendez qu'il soit prêt à en parler. Certaines personnes ne sont pas prêtes à annoncer leur orientation sexuelle avant l'âge adulte. Certains ados se confieront à un frère ou une sœur, un cousin ou un ami avant de parler à l'un de leurs parents. Reconnaissez son courage à être sorti du placard si tel est le cas. Faites preuve d'ouverture, évitez le jugement et les blâmes. Continuez de faire ce que vous avez toujours fait ensemble. Et dernièrement, demandez-lui ce qu'il veut de vous. Votre ado peut être seulement que vous l'écoutiez et vous montriez positif. Parfois, les parents amènent leur adolescent chez le médecin pour obtenir un diagnostic. Aucune prise de sang ou autre test ne permet d'établir l'orientation sexuelle. Ce n'est pas une maladie. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, plus tard à l'Espresso allongé, ces ados qui sortent du placard. À venir dans l'émission, Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourgard nous amènent leur chronique « Les femmes en recherche ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Ces ados qui sortent du placard ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que j'accueille nos collaboratrices. Alors, Justine Fortin, bonjour Justine. Bonjour. Et Marjolaine Rivet-Bourgard, bonjour Marjo. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre chronique, les femmes et la recherche en santé mentale, vous aviez déjà abordé ça il y a quelques temps, quelques chroniques, la recherche comme telle, mais là on y voit plus précisément avec le monde des femmes, en fait, que vous êtes aussi, vous êtes en recherche en santé mentale, donc peut-être, je pense que c'est Marjo, tu veux commencer? Oui, en fait, on trouvait que c'est un sujet qui était très, très important parce que, bon, comme tu l'as si bien mentionné, on s'identifie au genre féminin, mais aussi, bon, il y a des réalités dont on discute de plus en plus, mais on discute pas nécessairement dans le domaine de la recherche et spécifiquement en santé mentale. Donc, on trouvait que c'était important d'en parler. Puis on commence toujours bien avec des petites stats parce que bon, c'est dans le fun les stats. Oui, bien ça nous donne ça une parle idée. Plus. Ah oui, une idée de grandeur aussi. Exact. Ouais. Exactement. Donc justement, on parle d'environ 3 Québécois sur 10 qui détiennent un certificat, un diplôme ou un grade universitaire, donc de façon générale, donc tout genre confondu. Mais les femmes, proportionnellement, sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à avoir atteint ce niveau universitaire-là. Donc on parle de 33% de femmes contre 26% d'hommes. Et si on regarde au niveau collégial, c'est un 21% de femmes et 17% d'hommes. Donc, dans la plupart des domaines, pas nécessairement, on savait déjà que la médecine, entre autres, puis certains domaines ont plus de femmes, là, mais dans pas mal tous les domaines. Là. Pas mal tous les domaines, sauf pour les formations de niveau professionnel qu'on peut voir au cégep. Là, il y a plus une proportion d'hommes que de femmes, donc mécaniciens, des choses comme ça. Mais métiers plus traditionnels. Oui, c'est ça va être plus des femmes. Donc, un exemple plus concret là, au niveau de l'Université de Montréal, par exemple, qui a sorti un résultat de sondage, on remarque que depuis 25 ans, ça se maintient que les femmes représentent plus de 68% du corps étudiant, et ça, tous les cycles confondus. Là. On parle de baccalauréat, maîtrise, doctorat, post-doctorat. Donc, c'est vraiment une grande majorité de femmes là, au niveau universitaire. C'est vraiment beaucoup. Puis, tu sais, si on va encore plus précisément, puis là, pas juste à l'UDM, vraiment partout, au deuxième cycle, donc à la maîtrise, on parle de 56,5% des nouveaux diplômés qui sont des femmes, encore une fois, tout domaine confondu. Mm-hmm. Donc, là, on voit que ça monte, c'est un petit peu plus, tu sais, 56,5%, c'est peut-être pas une aussi grosse différence, mais quand même. Oui. Et puis, au troisième cycle, donc au doctorat, et au postdoc, là, par contre, on voit que ça représente 48,1% des diplômés. Donc, on dirait que c'est comme université overall, bon,
plus de femmes, beaucoup plus de femmes. Mais là, quand on se spécialise, maîtrise, doctorat, post-doctorat, là, ça se stabilise un peu. C'est votre niveau, d'ailleurs. Vous êtes au doctorat maintenant. Exactement. Vous en avez parlé déjà, mais c'est ça. Est-ce qu'effectivement, c'est plus partagé? Il y a des femmes et hommes? Oui, c'est sûr que, personnellement, on est en études en santé mentale, donc sans trop de surprises, mes classes au baccalauréat, c'était pas mal juste des femmes, des filles. Sinon, maîtrise, même chose. Il y a quelques garçons... quelques hommes, je vais arrêter de dire garçons, là, ils sont tous majeurs. Filles, garçons. C'est ça, il y a peut-être quelques hommes, mais c'est vraiment minime. Là. Je dirais, sur une classe de 150, là, il y en avait 3-4, on peut les compter, puis on les repère rapidement dans les classes. Là. Ouais. Comme on disait, c'est un domaine un peu qui privilégie, où il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a comme une habitude des femmes d'aller dans un domaine comme la santé mentale. Voilà. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, mettons, moi, mon département, c'est le département de psychiatrie. C'est vraiment particulier parce que mes collègues, mes pairs dans mes cours, en ce moment, c'est juste des femmes, mais elles ne sont pas toutes en santé mentale. Ils font de la recherche en santé mentale, mais j'ai beaucoup de collègues qui sont en médecine. J'ai des collègues qui sont en épidémiologie. Donc là, on va vraiment dans un domaine plus ouvert, donc qui est très médecine. Et c'est vraiment drôle parce qu'au début du cours qu'on a eu, j'ai mon prof qui a fait un commentaire comme quoi « Ah, vous êtes toutes des femmes ». C'est vraiment drôle parce que quand moi j'ai commencé dans ce département-là, c'était juste des hommes. Puis tu sais, il faisait justement, tu sais, ça a évolué avec le temps. Donc quelque chose qui était prédominé par des hommes, probablement à cause de l'aspect médecine de la chose, et maintenant rempli de femmes. Donc, c'est vraiment fascinant aussi de voir avec le temps, mais probablement l'accès aux études supérieures qui a quelque chose à jouer là-dedans. McGill veut pas... c'est une université qui est très élite. Je sais pas comment dire ça. C'est pas... Ouais, c'est pas pour être péjoratif, c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait probablement des disparités un peu plus importantes, mais en ce moment, ça a l'air de... Mais la question, c'est où sont les hommes? Il y avait une chanson Où sont les femmes? Mais là, où sont les hommes? Dans le corps professoral, je dirais. Sont-ils hors de l'université ou sont-ils dans d'autres domaines? Ils sont dans l'université, ils sont dans des positions de pouvoir. Oui, c'est ça. Non, mais les jeunes hommes. Les jeunes hommes qui étudient, est-ce qu'ils étudient encore? Ça? Parce que s'il y a plus de femmes, il y a quand même... C'est contingenté, alors il faut voir, mais... Ce sera peut-être pour une prochaine chronique. Oui, c'est ça, on pourrait aller les chercher. Où sont les hommes? En STEM, en informatique, en maths. Oui, c'est d'autres domaines que santé mentale en recherche aussi. Puis, tu sais, malgré que le fait qu'il y ait un plus grand pourcentage de femmes là, aux études supérieures, même qui ont des diplômes plus élevés que les hommes, on voit encore cette disparité au niveau du genre, au niveau de la recherche. Donc, ça engendre vraiment beaucoup de questionnements, là, je dirais. Donc, quel que soit le niveau d'études, là, on voit encore que les femmes reçoivent, soit à leur entrée sur le marché de travail, que ce soit au niveau d'un travail universitaire ou dans une clinique ou peu importe, que le salaire est vraiment inférieur là, à celui des hommes malgré une diplomation plus élevée que celle des hommes. Puis on le voit aussi là, au niveau universitaire plus précisément. Là, donc c'est encore des questions on se demande pourquoi quand on donne ces chiffres-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais cette disparité-là, on la voit encore au niveau des postes, au niveau de qui est au pouvoir dans les différents postes en santé mentale, que ce soit professeur à l'université, mais aussi directeur de laboratoire de recherche. C'est là qu'on les voit, les hommes, mais les filles, on reste un peu en dessous de ces personnes-là. Mm-hmm. Je dois admettre, par contre, oui, j'ai eu 2 cours cette session-ci. Et c'était des femmes. C'était des femmes. Donc, assez quand même différent de ce que tu as pu connaître dans ces années précédentes. Oui, en effet. Il y a de l'espoir. Ouais. Il y a de l'espoir. Mais tu sais, c'est, mettons, un co-instructeur qui est un homme, mais qui est un homme sur le bord de sa retraite. Ouais. Qui était accompagné d'une femme en début de carrière. Fait qu'il y a beaucoup de femmes en début de carrière que je vois. Mais tu sais, si je regarde mon programme, les gens qui sont à la tête du programme, qui sont les directeurs, puis toutes des hommes. Mm-hmm. Toutes. Okay. Mais est-ce que c'est sûr qu'il y a un rattrapage à faire, mais est-ce qu'au bout de la ligne, est-ce que c'est bon quand même d'avoir une répartition? Parce que là, ça s'annonce plus qu'il va y avoir un changement, disons, dans 15-20 ans, quand vous allez être plus avancé dans votre carrière. Ça va probablement être un monde de femmes. Là, peut-être vous allez vous dire, ben, ça serait peut-être bien que... on est égaux, mais en même temps, on est différents. Là, oui, donc, c'est ça.
C'est ça, moi, je pense pas que c'est... je voudrais pas non plus que ça devienne juste des femmes, tu sais, parce que les hommes qui font de la recherche, c'est tout aussi important. On fait de la recherche sur la santé mentale pour voir la différence entre les genres. Ben, avoir un homme sur ses équipes de recherche, c'est tout aussi important. Mais encore une fois, tu sais, c'est 50-50, ce serait vraiment l'idéal dans tout ça. Puis actuellement, c'est pas vraiment le cas, mais ça s'enligne vers ça, là. Donc, comme Marjo a dit, on voit de plus en plus des femmes, là, prof. Moi, ma co-directrice, c'est une femme aussi. Même au département de psychologie à l'UQAM, maintenant, c'est la doyenne, c'est une femme. Après, c'est la première, là, après plusieurs doyens au département d'université. Donc, on voit quand même un certain espoir là, à travers tout ça, là, qui est quand même intéressant. La doyenne de McGill aussi, c'est une femme. OK. J'étais comme, wow! Francophone en plus. Ah oui, c'est ça. Dr Fortier, là, c'est pas anglophone. Alors que ça a été, depuis des décennies, toujours des hommes qui étaient... Oui, surtout en santé mentale, tu sais, comme historiquement, là, parce que j'aime ça parler de ça. Ouais. Historiquement, là, la recherche là, en santé mentale, ça se faisait majoritairement sur des femmes. Donc, c'est sûr que c'était des hommes, les grands chercheurs là, de la psychologie qu'on parle, Pavlov, Charcot, Freud. C'était des hommes qui étudiaient les femmes. Donc, ça a comme sûrement mis une position de pouvoir qui est restée à travers les années. Puis que là, tranquillement, on essaie de comme, s'éloigner là, à travers tout ça. Ça va sûrement influencer vos recherches aussi. Cet aspect-là, c'est drôle, mais c'est comme une évolution qui va comme peut-être changer les sujets, peut-être, ou même les résultats, là. Oui, puis on va considérer plus de variables, je trouve. Ouais. On n'a pas le choix, en fait. Maintenant, tu sais, c'est... Il faut qu'on considère les variables de sexe biologique, dépendamment de ce que tu fais, mais il faut aussi considérer les variables de genre. C'est très, très important dans la diversité complète de genre, pas juste homme-femme. C'est tout ce qui est aussi de conceptualisation socio-culturelle, parce que, bon, il y a énormément de normes associées à ça. Il y a des pressions sociales, il y a des attentes. Des fois, il y a des... mon Dieu, il peut avoir de la discrimination. Donc, il y a énormément de choses. C'est beaucoup de choses à prendre en considération, mais c'est vraiment important. Mais c'est vraiment aussi intéressant parce que, tu sais, dans le domaine scientifique en général, donc on parlait beaucoup qu'en ce moment, nous, par expérience, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, mais selon l'UNESCO, les femmes constituent généralement une minorité des chercheurs dans le monde. Fait que, tu sais, les chercheurs, c'est des spécialistes qui travaillent à la conception ou la création de nouveaux savoirs. Fait que, tu sais, ils mènent beaucoup de travaux de recherche pour améliorer, mettre au point des concepts, théories, modèles, techniques, instruments, toutes sortes de choses. Justement, comme tu as mentionné, le fait qu'il y ait, si c'est des femmes versus des hommes, il y a peut-être, tu sais, ce ne sera pas fait de la même façon, il va y avoir certaines différences. Donc, c'est beau de voir ce qui se passe à Montréal en ce moment, mais je serais vraiment curieuse de voir ailleurs dans le monde, ça ressemble à quoi. Parce qu'en Amérique du Nord, on est très avancé là-dessus. Ailleurs, pas la même game, je suis très certaine. Ben, en tout cas, ça va peut-être vous placer dans une bonne position, être à l'avant, puis un peu précurseur là, dans le domaine aussi. Je pense qu'on est dans cette vague-là de renouveau à tellement plein de niveaux, mais en tant que femme, on l'a vu depuis le baccalauréat, on a eu plusieurs expériences de recherche, on est allé dans plusieurs laboratoires de recherche, et on a été supervisé par des hommes, on a été supervisé par des femmes, donc on le voit un peu la différence, puis on espère aussi comme intégrer ce milieu-là, puis avoir tout ce bagage-là en main, parce que même en tant que femme, avoir un étudiant homme, tu sais, ça peut jouer aussi sur les dynamiques, là. Donc, c'est pas juste unidirectionnel. Donc, comme tu disais tantôt, plus il va y avoir de femmes, plus il faut aussi avoir conscience que peut-être qu'on va avoir des étudiants gars aussi qui doivent se sentir représentés. Peut-être que vous êtes plus outillés aussi, ayant connu les deux mondes un peu, parce que c'est peut-être vous qui allez être la nouvelle, le nouveau modèle, en fait, de dire, ben, on a connu un peu les deux mondes, puis vous allez enseigner, puis je vous enseigne peut-être déjà. Peut-être que c'est nous qui vont dire à nos étudiants plus tard, si t'as pas d'enfant, tu peux continuer à travailler la fin de semaine. Ça va peut-être s'inverser. Comme si c'était... Oui, ça a été entendu dans un... Ça, c'est une réalité que vous pouvez entendre. On peut entendre dans ça, le domaine exactement. Il reste 30 secondes environ en terminant. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cet aspect-là des femmes au niveau de la recherche en santé mentale? Je pense que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de m'entourer de pairs et de mentors, femmes avec qui je pouvais échanger sur les valeurs, puis comment ça se passait pour moi, puis comment je remettais en considération certaines choses. Oui.
Et toi, Justine? J'appuierais, je trouve que ça a été très bien dit par Marjo, puis j'ajouterais aussi, on a notre podcast Sort de ma tête. Ouais. On a un épisode vraiment sur le mouvement #MeToo, c'est un petit peu relié, donc un peu la place des femmes dans notre société, donc on y va vraiment plus large. Puis c'est l'épisode de justement 5. Si on cherche Sort de ma tête, l'épisode 6, c'est ouais. ça? On écoute ça. Oui, merci beaucoup à vous deux. Merci Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Beauregard. Et puis bonne continuation. Puis à une prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous poursuivons au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, ces ados qui sortent du placard. Oui, en fait, j'ai été motivé par deux articles que j'ai trouvés sur Internet. Il y avait un article qui avait paru sur le site lesoleil.com. C'était écrit par M. Jean-François Clich du journal Le Soleil. Et lui se basait sur une étude qui avait été menée en 2018. Donc, ça fait quelques années. Ouais. Et c'était basé sur 2,5 millions de jeunes, imagine-toi, à travers le monde. Et on sait que ça évolue beaucoup, tu sais, parce qu'on en parlait à micro fermé, mais tu sais, c'est ça, même les appellations là, d'identité sexuelle, ça n'arrête pas d'évoluer. Hein. Oui, et cette enquête regroupait les données de 35 études, imagine-toi, effectuées dans 10 pays, principalement dans les années 90 et 2000. Aussi, j'ai, selon un autre article sur le site Soins de nos enfants, un article qui s'appelle « L'orientation sexuelle de votre adolescent ». Alors, dans ce deuxième article, j'étais en train de lire une liste de quelques suggestions pour aider l'adolescent qui découvre, supposons, sa sexualité qui peut être différente. Alors, on nous dit, la chose la plus importante, c'est de faire savoir à votre ado que vous l'aimez. Soyez disponible et ouvert si votre adolescent désire parler, mais ne l'y forcez pas. Envisagez de parler de sexualité après avoir regardé une émission de télévision ou un film avec lui, ou après avoir lu un livre sur le thème de la non-hétérosexualité. Et finalement, encouragez votre ado à parler de sa sexualité à un pédiatre, un médecin de famille, un autre professionnel de la santé ou un adulte en qui il a confiance. Ces personnes l'aideront peut-être à trouver des moyens d'affronter la pression des camarades, le harcèlement ou l'intimidation dont il peut être victime. Et ça, c'est un point important. Oui, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension. C'est ça, là. Je pense que c'est un peu où la peur, où les jeunes, comme je pense que tu disais ça, là, que les jeunes se cherchent ça, mais c'est un peu ça fait partie un peu aussi de l'apprentissage. Oui. Dealer, comme on dit en bon québécois, avec l'intimidation. Oui. Alors, on nous dit le fait de ne pas être hétérosexuel ne pose aucun risque pour la santé. Cependant, les adolescents non hétérosexuels sont plus vulnérables à la dépression et au suicide. Tous les adolescents qui ont une vie sexuelle active devraient subir régulièrement des tests de dépistage des infections transmises sexuellement. Des pratiques sexuelles sécuritaires telles que l'usage d'un condom contribuent à réduire le risque d'infection. Et finalement, encouragez votre ado à parler avec un professionnel de la santé en qui il a confiance de tous les moyens pour avoir des relations sexuelles sécuritaires. Aussi, la crainte du jugement des autres, du rejet ou de l'intimidation peut inciter des jeunes non hétérosexuels à maintenir leur orientation sexuelle secrète, même auprès de leurs amis et de leur famille. Ils peuvent alors être plus à risque de troubles affectifs comme l'anxiété ou la dépression. Soutenez votre enfant et aimez-le inconditionnellement. Maintenant, où obtenir du soutien? Dans bien des localités, des groupes de jeunes permettent aux ados non hétérosexuels de parler à d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux. Des professionnels de la santé mentale peuvent également les aider. Et pour vous aider, vous les parents, à affronter les sentiments difficiles qui accompagnent le déploiement de l'orientation sexuelle. Ils peuvent également aider les jeunes à trouver comment faire face à la pression exercée par les camarades, au harcèlement et à la fameuse intimidation dont on parlait tantôt. Ouais. Maintenant, il y a des services qui sont disponibles. Il y a un service qui s'appelle simplement Interligne, qui s'appelait anciennement Gay Écoute, dont on avait souvent entendu parler. C'est un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignement à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
C'est une ligne d'écoute, mais aussi un service par texto et par clavardage. Le numéro de téléphone est le 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Et aussi le clavardage en ligne, c'est on compose ou on tape sur notre clavier interligne.co. Alors, on voit que c'est un problème qu'il y en a qui diraient que c'est vieux comme le monde, mais il y a de plus en plus d'appellations. On en parlait tantôt même à micro fermé. Ouais. On est rendu des fois, on a peine à mettre à comprendre le bon label sur... Les bonnes identités. Des fois, ça devient presque trop. Tu sais, je me dis, il va falloir qu'il y ait un juste milieu parce que je comprends, il y a comme une évolution, puis il y a comme une liberté des paroles, puis les gens se sentent plus ouverts à s'affirmer, mais ça devient un peu mélangeant, disons. Ouais. C'est un peu d'années aussi, tu sais, je dirais depuis peut-être les 20 dernières années, là, parce qu'avant ça, il me semble que c'était assez simple. On parlait d'hétérosexuels, puis on parlait d'homosexuels. C'était à peu près ça, puis depuis peut-être juste 10 ans ou 20 ans. Là, ça évolue tout le temps. C'est très récent où on a comme multiplié le LGBTQ+, et je ne sais pas combien de lettres là, qui viennent à la suite. Là. Il y a aussi les gens qui naissent, qui viennent au monde transsexuels, c'est-à-dire c'est le corps qui peut comprendre les deux sexes, c'est-à-dire qu'un homme, par exemple, va avoir les organes génitaux d'une femme, et il y a l'inverse. On n'en a pas parlé ici dans l'article, mais ça aussi, ça vient... Ça accumule, c'est d'autres descriptifs encore dont on n'a pas parlé. Je me demande si aujourd'hui les jeunes sont plus ouverts. J'imagine que oui, là, mais comme on disait, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intimidation encore qui a lieu. C'est dommage parce que les gens voudraient peut-être se sentir dans un milieu plus sécure pour pouvoir en parler puis être plus... en fait, c'est vivre heureux puis vivre en paix avec soi-même. C'est un peu ça, là. Oui, puis déjà là, c'est pas facile. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai quitté les cours d'école, mais j'ai comme l'impression que ça va rester encore longtemps, cette fameuse intimidation dont on a parlé brièvement aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Ces ados qui sortent du placard. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous, merci Pierre pour ton travail en régie et pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Bienvenue, mon cher. Ton sujet était ces ados qui sortent du placard. Mm-hmm. Notre invité en début d'émission, René Cloutier du réseau Avant de craquer, nous a présenté le projet Aider sans filtre. Merci M. Cloutier d'avoir été des nôtres. Nos chroniqueuses Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourgard nous ont présenté leur chronique sur les femmes en recherche. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.